Le 5 décembre 1492, quand Christophe Colomb accosta pour la première fois en Haïti, il découvrit un pays où la nature avait tous les droits. La population indienne disparut en peu de temps, tuée par la brutalité et les maladies importées par les conquérants. Plus tard, les conquérants allèrent chercher des Africains en les réduisant en esclavage pour développer l'île. Ce fut une des histoires les plus violentes de l'humanité. Après plus de 2 siècles de souffrance, les révoltes des esclaves africains, Toussaint l'Ouverture, la Révolution française ont interrompu l'esclavage. Haïti s'est libéré de la tutelle française, et depuis, comme par punition, les calamités de toutes sortes ne cessent de stopper son développement. Et comme si Haïti n'en avait pas assez, le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7 frappe l'ouest de l'île. On estime aujourd'hui le nombre de décès entre 50 000 et 300 000, et une catastrophe humanitaire majeure s'annonce. Le 9 février 2010, la ministre des Communications confirme que le nombre de morts sur la ville de Port-au-Prince est de 230 000, qu'il y a 300 000 blessés et 1 200 000 personnes sans abri. Les structures et l'organisation de l'État haïtien ont beaucoup souffert de cette catastrophe. De très nombreux bâtiments administratifs ont été détruits. La catastrophe intervient dans un contexte d'affaiblissement récent de l'État haïtien, confronté à une crise sociale et politique. Les moyens de l'État pour faire face à l'événement sont limités. C'est la raison pour laquelle un important détachement de forces militaires internationales a été déployé pour appuyer et sécuriser la délivrance de l'aide humanitaire et empêcher les débordements. Depuis où en est Haïti, les spécialistes disent qu'il faudrait plus de 7 milliards d'euros pour redresser Haïti, compte tenu des dégâts. Dans un contexte électoral, nous avons voulu savoir comment le pays se relève pour pallier aux conséquences de ce tremblement de terre, au niveau de la santé, de l'éducation, de la reconstruction. Pour cela, nous avons interrogé un certain nombre d'associations qui nous livrent leurs ressentis, leurs luttes et leurs propositions pour l'avenir. Ce sont des images de combat, d'espoir, des regards tournés vers l'avenir pour qu'Haïti retrouve les couleurs d'antan. Donc la PAPDA, c'est une plateforme, c'est une coalition qui rassemble divers types d'organisations. Donc il y a des mouvements sociaux, il y a des ONG, il y a des groupes de jeunes, il y a des fronts populaires. Et nous travaillons ensemble sur la question du développement alternatif. Donc l'idée de base, c'est le fait qu'on est dans un chemin tout à fait erroné qui nous conduit vers l'abîme, avec un processus de dégradation et de régression économique et sociale qui s'affirme de plus en plus depuis 20-25 ans. Donc il faut rompre avec ce cycle de dégradation pour avancer vers un véritable épanouissement de la société qui permet de résoudre les problèmes les plus angoissants, qui sont les problèmes de l'alimentation, les problèmes de l'emploi, les problèmes de la valorisation des savoir-faire paysans. Donc il faut avoir un autre concept, une autre vision, un autre paradigme de développement qui permette effectivement d'avancer. Et aujourd'hui, nous travaillons essentiellement sur 3 thèmes, 3 thématiques. Nous travaillons sur la question de l'intégration. Donc quels sont les rapports d'Haïti avec le reste du monde? Quels sont les rapports d'Haïti avec les autres pays de la Caraïbe, les autres pays de l'Amérique latine? Comment changer ces rapports? Comment faire une autre insertion dans le marché mondial? Ça, c'est un premier programme. Un autre programme travaille sur la question de la souveraineté alimentaire, où nous mélangeons à la fois un plaidoyer global pour l'agriculture biologique, l'agriculture non productiviste, une agriculture qui soit effectivement au service des peuples, des hommes, des femmes et des enfants, et comment ce plaidoyer national est aussi articulé à des expériences qui se mènent avec des organisations paysannes à la base. Donc nous travaillons avec des organisations paysannes dans le sud-est, dans la région de l'Artibonite, dans la région du Nord, et on favorise la création de plateformes de producteurs qui justement travaillent dans ce sens également. Et puis un troisième programme qui est un programme que nous appelons Plaidoyer pour une démocratie participative, qui justement essaie de réfléchir sur la question institutionnelle
puisque nous avons un État mimétique qui essaie de copier mal ce qui se fait en Occident. Donc il faut inventer des institutions qui soient en rapport direct avec la culture haïtienne, avec les besoins de la population. Donc comment inventer une autre expérience de démocratie? Et en ce sens, on peut dire que les expériences récentes, par exemple le budget participatif de Porto Alegre, toutes les nouvelles conceptions de la question de la décentralisation militent justement vers la création de nouvelles formes de démocratie. Voilà, donc c'est au travers de ces 3 programmes que nous réfléchissons ensemble à la production et à la proposition d'alternatives concrètes. L'événement le plus important suite au séisme, c'est le fait que nous avons assisté à un réveil extraordinaire de la solidarité. Solidarité entre les peuples d'abord, puisque nous avons eu un flux extrêmement impressionnant d'appui solidaire venant de l'étranger, venant directement des citoyens et des citoyennes du monde. Mais également en Haïti, nous avons assisté à de nouveaux mécanismes de solidarité au niveau du peuple de Port-au-Prince d'abord et des grandes villes qui ont souffert le séisme, qui se sont réorganisées rapidement pour rendre possible la vie de millions et de millions de personnes dans la rue, et en partageant tout ce qu'ils avaient comme réserve, en réorganisant les questions de sécurité, les questions d'alimentation, etc. Par exemple, moi, j'ai pu manger dans les rues de Port-au-Prince 4 jours après le séisme gratuitement. Donc, les communautés s'étaient organisées, chaque quartier s'organisait de façon à pouvoir distribuer la nourriture, puisque, évidemment, tous les circuits étaient rompus, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de possibilité d'achat, etc. Et on a assisté aussi à quelque chose de tout à fait exceptionnel, parce qu'en Haïti, nous avons une société segmentée, où justement l'idéologie dominante empêche un dialogue social réel entre les ruraux et les urbains. Et suite au séisme, il y a eu un exode de près de 700 000 personnes qui ont fui la catastrophe pour se réfugier en province et ils ont été accueillis par les paysans de façon absolument admirable. Vous imaginez une économie paysanne déjà affaiblie par 20 ans de néolibéralisme qui accueille d'un coup 600 000 personnes, qui les nourrit, qui les héberge, qui leur donne un encadrement affectif. Je pense que ça, c'est l'événement le plus fondamental. Mais malheureusement, cette grande solidarité, ce réveil extraordinaire, ce sursaut de solidarité, a été très vite marginalisé par les initiatives des forces dominantes, des institutions nationales, du gouvernement, de la communauté internationale, qui a repris le dossier en main. Et ils ont fabriqué très rapidement 2 documents. Un document qu'on appelle le PDNA, qui est une évaluation des conséquences du désastre, et également un plan qu'on appelle le plan d'action pour le relèvement et le développement national, qui a été présenté à New York le 31 mars 2010 et qui a reçu l'appui d'un ensemble de bailleurs de fonds et d'un ensemble de pays. Il y a des promesses de l'ordre de 11 milliards. Donc la dynamique a changé complètement. Au lieu de voir comment renforcer cette solidarité, comment faire naître des initiatives citoyennes, comment faire naître de nouveaux réseaux de solidarité en niant justement la segmentation rurale, urbaine, etc., on s'est plutôt croisé les bras en attendant que vienne l'aide internationale promise à travers les circuits traditionnels comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Donc on peut dire que depuis le 31 mars, nous avons une nouvelle dynamique qui est une dynamique qui malheureusement profite de la crise pour renforcer la dépendance et qui s'inscrit en droite ligne des credos traditionnels du néolibéralisme, ça veut dire libre marché, économie de marché, ouverture de l'économie, etc., et qui a déjà fait tant de mal à ce pays. Donc aujourd'hui, la reconstruction pour nous n'est possible que dans la mesure où il y a une rupture claire avec ces orientations et qu'on essaie d'inventer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et donc je crois que c'est le défi le plus important aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de reprendre les leçons de cet extraordinaire sursaut de solidarité interhaïtienne et d'avancer vers de nouveaux dialogues sociaux, de nouveaux liens et une nouvelle dynamique qui permettent effectivement de répondre aux questions angoissantes qui se posent aujourd'hui. Nous avons des situations très graves. Vous savez qu'il y a 45% de la population qui est analphabète. Nous avons près de 3 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Nous avons un chômage qui a atteint 70-65% de la population économiquement active. Le séisme a détruit 120% du produit intérieur brut, donc une situation extrêmement grave. Et je pense que c'est un défi énorme à relever et qui ne peut être relevé que par une forte mobilisation sociale. Et pour que cette mobilisation sociale ait lieu, il faut que ce soit les acteurs haïtiens qui soient au centre des projets, au centre des programmes, au centre des initiatives. La tendance dominante aujourd'hui, c'est au contraire de les marginaliser. Par exemple, nous avons vu à partir du 31 mars la création de nouvel organisme qu'on appelle la CIRH, la Commission intérimaire de reconstruction d'Haïti, qui en fait est dominée par la Banque mondiale et par l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Et les décisions qui sont prises ne sont même pas consultées avec les acteurs haïtiens qui sont membres de la CIRH. Nous avons eu en décembre une lettre signée par tous les participants haïtiens à la CIRH qui dénonçait le fait qu'ils n'étaient même pas au courant des critères pour les choix des différents projets qui sont sur la table. Donc nous avons un processus où
on essaie de faire de la démocratie pour les Haïtiens, mais ils sont complètement écartés des choix stratégiques, complètement écartés des leviers de décision. Nous avons déjà dressé un bilan de la CIRH qui a déjà accompli près de 60% de son mandat en termes de temps et qui a accompli très peu de choses. Nous avons vu que, par exemple, sur le plan de la question des déplacés, il y a eu vraiment très peu de choses à être accomplies. Sur le plan même du ramassage des débris du séisme, la CIRH présente, par exemple, comme objectif opérationnel le ramassage de 40% des débris au 30 octobre 2011. Je pense que ça, c'est un véritable scandale. Si au 30 octobre 2011, nous ne sommes pas capables de ramasser 45% des débris, qu'est-ce qu'on va reconstruire? Parce qu'on ne peut pas reconstruire si on n'a pas nettoyé, on ne peut pas reconstruire si on n'a pas ramassé les débris. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument élémentaire et qui n'a pas pu être fait aujourd'hui après plus de 15 mois. Donc je pense que ça montre l'inefficacité de cette instance en dépit des milliards et des milliards qu'il prétend disposer. Et nous savons aussi que très souvent, ces milliards font partie des effets d'annonce. Ce sont des promesses qui ne s'accomplissent pas et nous savons que les décaissements sont très lents et parfois ne correspondent pas vraiment aux chiffres qui sont promis. Je dois signaler que très souvent, dans les masses de financement qui sont promis, on intègre des annulations de dettes, on intègre des projets non effectués des périodes antérieures. Donc finalement, l'argent liquide qui arrive est très très petit et très limité par rapport aux promesses. Donc il faut faire attention et ne pas se leurrer et ne pas croire que les 11 milliards de dollars américains promis le 31 mars 2010 vont développer Haïti. C'est vrai qu'il faut des ressources financières, mais ces ressources financières doivent être articulées à un mécanisme social de mobilisation, à un mécanisme citoyen qui permette effectivement de reconstruire le pays. Les problèmes d'Haïti n'arrivent pas avec les séismes du 2 janvier 2010. Ouais, Haïti est un pays qui a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, les problèmes des droits humains, l'instabilité politique et une crise socio-économique très aiguë. Donc, le 2 janvier 2010 ne fait qu'aggraver cette situation où la pauvreté bat son plein, où les gens n'avaient pas et n'ont pas encore accès à l'éducation, à la santé, ouais, et à l'emploi, et ils ne peuvent pas jouir les droits culturels comme les loisirs, par exemple. Les tremblements de terre, nous, à la PYDH, nous considérons qu'il y avait une occasion pour repenser les bases fondatrices d'Haïti, mais malheureusement, nos dirigeants et court-circuités par la communauté internationale n'ont pas pu le faire ou a pu faire d'autres choses
et qui se base toujours sur l'exclusion, sur un peu la dépendance, ouais, et qui continue les mêmes politiques, les mêmes orientations, qui ne favorisent pas la participation de la majorité des Haïtiens et des Haïtiennes, qui sont souvent prêts pour participer dans les affaires internes du pays, dans l'orientation économique, pour définir des nouvelles politiques. Ouais, voilà. Bon, d'abord, nous, à la POIDH, certaines des organisations des mouvements sociaux en Haïti, nous faisons la promotion pour la création d'une institution autonome et indépendante de l'État, comme de l'OPC, comme le Conseil électoral provisoire ou permanent devrait être, pour la reconstruction d'Haïti, qu'on appelait l'Office national de la reconstruction. Là, on peut le faire un plan vraiment original, avec un plan, je pourrais dire, à l'haïtienne, ouais, avec tout ce que nous croyons, tout ce que nous savons en termes de la dimension culturelle, de la dimension économique, ouais, de la dimension socio-politique. Donc, et là, nous aurons besoin de la coopération de la communauté internationale, mais pas l'implication l'implication, je peux dire, sauvage, ouais, trop direct, trop dépendant de la communauté nationale. En ce qui a trait à la question de la reconstruction nationale, la reconstruction du pays, ce n'est pas une question nouvelle. Cette question, c'est non seulement une question normale, mais c'était déjà une question d'ordre d'importance depuis avant la question du tremblement de terre en Haïti qui a fait des milliers de morts. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette question de reconstruction? Qu'est-ce qu'on va reconstruire? Et puis, quelles sont les balises qu'on commence par poser pour nous faire montre qu'il va y avoir tôt ou tard une reconstruction? Pendant que moi-même, je suis à l'université, et depuis après le 12 janvier, il n'y a pas de cours. L'université, je suis à la faculté de technologie, il n'y a pas de cours depuis après le 12 janvier. Il y a regardez donc les infrastructures. Donc, c'était déjà tombé depuis avant le 12 janvier. Maintenant, on n'a rien fait. Moi-même, je pense que cette question de reconstruction, comme j'aime bien dire, ça, c'est de la tromperie, c'est comme une leurre. En ce qui a trait à la politique même néolibérale, en ce qui a trait même à la concurrence qu'il y a entre les grands pays impérialistes du monde, il y a un profit qui revient, un profit qui va leur revenir, un profit qui va être bon pour eux. Et c'est ce qui fait qu'eux-mêmes, ils préconisent les élections, à mon avis. Parce que si c'était dans un pays comme ces grands pays-là, comme le Japon, par exemple, évidemment, on n'aurait pas parlé de cette question d'élection pour reconstruire le pays. Oui. Alors qu'avant le 12 janvier, le peuple vivait dans ce même état. Qu'est-ce que fait le phénomène du tremblement de terre? Il vient non seulement secouer les bases anciennes, les bases surannées, il vient faire montre à tout le monde, il fait mettre le problème à nu. Maintenant, les gens investissent nos places publiques. Ils vivent, ils dorment dans la belle étoile, rien que ça. Mais à n'importe quel moment de la durée, il pourrait y avoir un nouveau tremblement de terre. Autrement dit, nous vivons dans un espace géographique purement sismique. Vous imaginez donc, demain matin ou après l'investiture d'un nouveau gouvernement, il y aura un tremblement de terre, un nouveau tremblement de terre, on va dire on attend les élections pour reconstruire le pays. Ce sont donc des raisonnements qu'on pourrait faire pour voir que ça c'est une leurre. Il faut qu'il y ait, une alliance serrée entre les pays qui se trouvent non seulement de la même misère qu'Haïti, à travers le monde. Il faut qu'il y ait un appel rapide et solennel entre ces pays-là, les pays d'Amérique du Sud, les pays du Sud, les pays du Sud, même si c'est compliqué, les pays de Latino-Amérique latine, et de manière qu'on construise une véritable bataille de transformation sociale sûre, pouvant